Bonjour Didier Le Cerf. Bonjour. Vous êtes écrivain, cadre et militant nationaliste depuis plus de 40 ans et vous avez dirigé et conçu le dernier numéro en date de Synthèse nationale intitulé « Ce qui devait arriver arriva ». Immigration incontrôlée, communautarisme, violence urbaine, aveuglement de la gauche, trahison des libéraux. Ce qui devait arriver arriva. Et c'est vrai que depuis 50 ans, on se voile la face sur l'immigration et c'est ainsi que l'on se retrouve face à, dites-vous, des situations catastrophiques. Et il faut dire que des émeutes de l'été à l'attaque sanglante à Crépol et l'assassinat du jeune Thomas, la catastrophe, elle est bien là? Oui, effectivement. Et malheureusement, cette catastrophe, un certain nombre de gens l'ont vu venir dès les années 1970, donc il y a maintenant 50 ans. Et donc, c'est l'une des raisons d'être de ce numéro hors série, c'est de rappeler que très tôt, des gens appartenant à ce qu'il est convenu d'appeler la droite nationale, qui ont été qualifiés d'extrême droite, de fascistes, de racistes, de xénophobes, j'en passe et des pires, pendant des années, ont pressenti ce qui risquait d'arriver si on ne faisait pas un minimum d'efforts pour essayer de contrôler l'immigration et ont essayé d'avertir les Français, d'avertir nos concitoyens, de les mettre en garde pour essayer de faire en sorte que la situation que nous connaissons aujourd'hui, nous ne la connaissions pas et malheureusement ils n'ont pas été entendus. Donc, comme disait Serge de Beketch, le journaliste Serge de Beketch, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Et c'est pour cette raison, encore une fois, que nous avons fait ce numéro aussi pour leur rendre justice, pour rendre justice à tous ces gens. Un numéro hors série dans lequel on apprend une chose importante. On se remémore une chose importante, c'est que le poids de l'immigration dans notre pays ne remonte pas à 1900, à 2000, même pas à 1970, parce que vous évoquez les 30 glorieuses, c'est-à-dire dès après la Seconde Guerre mondiale, avec des chiffres, vous dites entre 46 et 75, le nombre d'immigrés a augmenté en France de 95%, il est passé de 2 millions à un peu moins de 4 millions, et ça représente déjà officiellement 7,4% de la population. Ça, ce sont les vrais chiffres. Voilà, exactement. Ce sont les chiffres que l'on peut retrouver très facilement à travers un certain nombre d'études qui ont été faites, de publications qui ont été faites à l'époque. On a aussi les chiffres de l'INSEE qui nous donnent une petite idée. Alors même si ces chiffres doivent être parfois pris avec un peu de prudence, le démographe Jacques Dupaquier disait qu'il y a le spectacle des statistiques de l'INSEE et il y a le spectacle de la rue. Donc il faut toujours prendre tout ça avec un peu de précaution. Mais l'immigration que l'on avait à cette époque, au moment des 30 Glorieuses, d'abord était majoritairement une immigration européenne. C'était donc une immigration de travail. Le regroupement familial existait déjà, mais il était beaucoup moins développé, beaucoup moins important qu'il ne l'est devenu depuis. Et ensuite, le temps passant, cette immigration est devenue de plus en plus extra-européenne. Et aujourd'hui, une bonne part des immigrés qui vivent en France sont d'origine africaine, donc essentiellement Afrique du Nord bien évidemment, et puis Afrique subsaharienne. Il faut savoir que aujourd'hui, si on reprend encore une fois les chiffres de l'INSEE, on a à peu près 7 millions d'immigrés en France, ce qui représente 11% de la population française. Et on a un taux de croissance de l'immigration, si on tient compte des départs, des retours, car il y en a quand même, qui se situe aux alentours de 190 000 nouvelles personnes chaque année, ce qui représente tout de même près de 2 millions tous les 10 ans. Et donc, on sait aussi que cette immigration, aujourd'hui, elle est en partie constituée de personnes de religion musulmane. Donc, on a cette présence de l'islam en France qui n'est pas nouvelle, mais qui devient de plus en plus importante, de plus en plus visible. Et au sein de cet islam, bien évidemment, le problème que nous pose l'islamisme, problème extrêmement important. Il faut quand même rappeler à ce sujet que depuis 1994, c'est environ 400 personnes qui ont été tuées dans des attentats islamistes. C'est près de 1400 personnes qui ont été blessées. Donc on a un réel problème. J'ai retrouvé les derniers chiffres, que j'ai pu trouver concernant le salafisme, c'est qu'on estime que sur une communauté musulmane qui est aujourd'hui entre 6 et 8 millions à peu près, et
peut-être même plus, peut-être davantage. On a environ 50 000 à 60 000 salafistes, et sur cette masse salafiste, on a à peu près 10 à 12 000 personnes qui, d'après les services de police eux-mêmes, sont particulièrement remuantes et donc susceptibles éventuellement de basculer dans la plus grande radicalité. Donc on a aujourd'hui un problème. Ce problème, malheureusement, c'est un problème qui a été créé de toutes pièces, tout simplement parce que pendant 50 ans, on a mené ce que l'on peut appeler, en matière d'immigration, une politique du chien crevé au fil de l'eau. C'est-à-dire que la situation d'aujourd'hui n'est pas tellement le résultat d'une politique d'immigration, c'est le résultat d'une absence de politique d'immigration cohérente, claire, s'inscrivant dans la durée. Et donc, finalement, on peut dire que la classe politique a été quand même particulièrement aveugle. La classe politique dirigeante, les partis qui se sont succédés au pouvoir ont été particulièrement aveugles. Ils n'ont pas su voir, ils n'ont pas voulu voir. Derrière tout cela, il y a différentes raisons. Il y a par exemple de la lâcheté. Il y a aussi pour certains les partis de gauche de l'idéologie. Et donc aujourd'hui, que nous voulions ou non, nous sommes face à une situation qui est devenue notre situation, que nous, militants de la droite nationale, n'avons pas voulu. Une situation que nous avons dénoncée, que nous avons combattue, mais avec laquelle aujourd'hui nous devons faire et face à laquelle nous devons essayer de trouver des solutions. Je comprends bien votre propos. Vous dites que la droite nationale, elle l'avait vu juste. Mais moi, je vous ramène en 1970. Oui. La droite nationale, elle se réveille contre le problème de l'immigration dans les années 70. Auparavant, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ça ne pose pas de problème? Parce que c'est une immigration européenne, parce que finalement, on est dans un temps de croissance économique et que finalement, cette immigration, elle sert l'économie française, et puis que quand on est dans la crise des années 70, bien évidemment, l'immigration devient un poids, et ça devient un bouc émissaire pour vous? Pour vous, droite nationale. Il faut rappeler que jusque dans la fin des années 60, le début des années 70, les effectifs de l'immigration sont beaucoup moins importants qu'ils ne le sont aujourd'hui. L'immigration de cette époque est encore essentiellement une immigration masculine, effectivement majoritairement composée de personnes issues des pays européens proches du nôtre. Il y a déjà en son sein une population essentiellement originaire d'Afrique du Nord, mais qui est très faible. Il faut rappeler que par exemple en 1962, on estime qu'il y avait 400 000 musulmans en France. Aujourd'hui, on en est à pratiquement 8 millions, entre 6 et 8 millions. Donc, il y a effectivement la crise qui survient à partir du début des années 70 avec les chocs pétroliers. Et à partir de là, il y a effectivement un certain nombre de mesures qui commencent à être prises contre l'immigration parce que le chômage de masse fait son apparition et que effectivement, il apparaît aberrant à un certain nombre de personnes de continuer à laisser entrer de nouveaux travailleurs, alors même qu'une partie des travailleurs français n'arrive plus à trouver du travail. Pourtant, c'est à l'époque où on décide du regroupement familial. Mais exactement. Alors, celui qui a arrêté le regroupement familial, mais ça n'a pas duré très longtemps, c'est Jacques Chirac. En fait, ça n'est pas Valéry Giscard d'Estaing, contrairement à ce que l'on entend souvent dire. C'est Jacques Chirac, le gouvernement Chirac, qui l'a arrêté. Mais très vite, le regroupement familial a été rétabli et il a été ensuite, le droit au regroupement familial a été confirmé par le Conseil d'État, tout simplement parce que le préambule de la Constitution de 1946 dit que toute personne a le droit à une vie familiale harmonieuse et que ce préambule est intégré à la Constitution de 1958. Donc aujourd'hui, le droit au regroupement familial est devenu un principe du droit, un principe général du droit. Mais pour en revenir donc à votre question à propos de l'immigration, quand les mouvements nationaux et nationalistes se sont emparés de cette question, donc dès les années 1970, l'une des choses qu'ils ont dénoncées en premier, c'est justement le fait que la motivation première du recours à l'immigration était une motivation économique, c'est-à-dire qu'il s'agissait de faire pression sur les salaires, de faire pression à la baisse sur les salaires, et cela a été l'un des premiers thèmes avancés par les mouvements nationaux et nationalistes contre l'immigration en disant si on arrête les flux migratoires, eh bien, on arrêtera cette politique de pression à la baisse sur les salaires et ça permettra donc à ce moment-là, ça obligera en quelque sorte les milieux patronaux à augmenter les salaires et donc ça permettra de recruter plus facilement de la main-d'œuvre française. Ça a été l'un des arguments qui a été
très très vite utilisé par ces milieux. L'histoire veut que ce soit Jean-Marie Le Pen qui ait, lancé cette notion de lutte contre l'immigration aux côtés des thèmes habituels de la droite nationale qui était à l'époque l'anticommunisme et aussi une forme d'antigaullisme. Et en fait, vous dites non, les premiers à avoir abordé cette question de manière quasiment frontale, c'est un groupe, certains diront un groupuscule, c'est un groupe politique, Ordre Nouveau. Exactement. Alors, il y a aussi d'autres, à côté d'Ordre Nouveau, il y a d'autres groupes qui s'en sont emparés très très rapidement. Il faut savoir que dans ce numéro, nous nous sommes limités à des textes datant des années 1970-1980, justement pour montrer que très vite, très tôt, les milieux nationaux et nationalistes se sont emparés de la question et ont essayé, encore une fois, de tirer la sonnette d'alarme. Le premier groupe qui a lancé véritablement une campagne contre cette absence, on va dire, de politique d'immigration, c'est effectivement Ordre Nouveau, avec une campagne très active qui a été lancée en 1973, contre l'immigration illégale, contre l'immigration qui normalement n'a pas lieu d'être et tombe sous le coup de la loi, et qui a valu à Ordre Nouveau sa dissolution, puisque le meeting qui a été organisé sur ce thème donc en 1973 a donné lieu à des incidents très violents. Les gauchistes de la Ligue communiste d'Alain Krivine et d'autres groupes ayant entrepris d'attaquer la salle de réunion. Il y a eu entre les gauchistes et les policiers des affrontements extrêmement violents qui ont mis 70 policiers au tapis, entre autres. Donc quand on parle de violence, cette violence, elle n'est pas récente. Il y avait déjà des violences extrêmement importantes dès ces années-là et même bien avant. Et donc à la suite de cela, le gouvernement a dissous à la fois les agresseurs, en l'occurrence la Ligue communiste, et les agressés, en l'occurrence Ordre Nouveau. Donc à partir de là, d'autres groupes ont repris en quelque sorte le flambeau et ont continué eux aussi à dénoncer. Je le répète, non pas à cette époque, il ne s'agissait pas de dénoncer l'immigration légale, c'était l'immigration illégale qui était visée par ces campagnes. Alors il y a une voix importante, je l'ai citée tout à l'heure, dans les années 70, et qui est essentielle dans ces 50 années qui vont suivre et qui ne s'est toujours pas tue en 2023, c'est celle de Jean-Marie Le Pen. Exactement. Il va mettre, lui, l'immigration au cœur du débat avec une affiche choc, 1 million d'immigrés. Voilà. C'est 1 million de chômeurs en trop. Voilà. Alors cette affiche-là, de mémoire, date de 1978, mais avant que le Front National ne s'empare lui aussi de ce thème, il s'en est d'ailleurs d'une certaine manière emparé dès sa fondation en 1972, puisque dans le premier, on va dire, programme entre guillemets du Front National de 1972, il est déjà question de l'immigration. Mais avant, à la suite d'Ordre Nouveau, il y a aussi le Parti des Forces Nouvelles qui va, qui va mener qui va aborder le thème. Je ne vais pas dire mener des campagnes parce que ça n'est pas juste. Les thèmes principaux de l'époque, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était l'anticommunisme et puis une certaine forme d'antigaullisme. Mais le thème de l'immigration est abordé très vite, et notamment dans les publications du Parti des Forces Nouvelles. Et ensuite, le Front National, qui existe en parallèle au PFN, s'empare lui aussi de cette question, aborde cette question. Il y a le cri d'alarme politique, il va y aussi avoir le cri d'alarme culturel, et qui va être illustré par un écrivain, un remarquable écrivain qui est Jean Raspail, qui lui va marquer durablement les esprits à travers un ouvrage qui s'intitule Le Camp des Saints. C'est un ouvrage qui date, lui, de 1973, et c'est un roman prophétique. Exactement, oui. Alors, le Camp des Saints, paraît la même année que le fameux meeting d'Ordre Nouveau dont je parlais à l'instant. Et Jean Raspail le dit lui-même dans la présentation qu'il a faite de l'ouvrage. Il s'agit pour lui de tirer un signal d'alarme, c'est-à-dire qu'il pressent ce qui attend les pays européens, puisque il ne s'agit pas simplement de la France, mais il s'agit de l'Europe entière. Et donc, Jean Raspail, face à cet avenir qui l'angoisse, décide donc de publier ce roman prophétique qui va durablement marquer les esprits, puisque c'est un roman
comme il l'a dit en 2005, que toute la classe politique a lu, mais que probablement il n'aurait pas pu écrire et faire paraître aujourd'hui. Ou tout au moins, ça serait beaucoup plus difficile. Hein. C'est lui-même qui l'a. Le scénario, c'est l'arrivée d'un million. Alors c'est l'arrivée d'un million de migrants qui viennent d'Inde, qui viennent du Gange, dont les bateaux s'échouent sur les côtes sud de la France et qui, à partir de là, descendant de cette flotte qui les a amenés jusque sur les rivages de l'Europe, commence à déferler d'abord sur notre pays et puis ensuite sur les pays voisins. Et devant cette arrivée, eh bien, les systèmes en place dans nos pays, dans notre pays, s'effondrent. Les gouvernements s'effondrent, les armées s'effondrent et les populations se retrouvent face à ces masses de gens miséreux qui inspirent à la fois de la pitié, mais en même temps de la peur, parce qu'on sent bien que le monde qui vient ne sera plus du tout le monde que l'on a connu. C'est un monde qui s'effondre. Et donc, comment réagir face à cela? Et en fait, la réaction, c'est que tout se délite, tout s'effondre, et l'Occident, l'Europe occidentale sombre à la suite de cette affaire. Ce qui devait arriver arriva. Dans ce roman de Jean Raspail, il y a bien évidemment le caractère prophétique de l'arrivée d'une masse importante de migrants, toutes choses connues aujourd'hui. Il y a aussi la réaction du peuple français, et Raspail prend le pari dans son roman d'une résistance très faible, même anecdotique, aux migrants. Et on s'aperçoit que des années 70 et toutes les années 80, en dehors de quelques hommes politiques qu'on va trouver au Front National, mais aussi au RPR quelquefois, hormis ces hommes politiques ou au CENI, dans les autres formations de ce type, hormis quelques voix comme celle de Jean Raspail, celle-là va être le grand silence qui sera juste brisé par des intellectuels. On pense à Jean-Yves Le Gallou, ou par des journaux comme le Figaro Magazine, pendant un temps, et le Journal Présent, ou bien d'autres, Minutes, La Parole et d'autres. Oui. Mais c'est quand même une petite résistance, finalement. Oui, c'est une petite résistance, qui est, alors on ne va pas dire marginale, parce que malgré tout, il y a beaucoup de gens qui ont voulu et fait en sorte de mettre en garde les Français, mais la grande difficulté de cette affaire, c'est que il y a les individus et il y a les masses. Contrairement à ce que disent nos adversaires qui nous accusent de xénophobie ou de racisme, dans nos milieux, personne n'a quoi que ce soit contre les individus. Ça ne sont pas des personnes qui sont ciblées, ce sont des masses. Et le résultat de la présence de ces masses humaines qui, d'abord, ont pour effet de changer notre paysage démographique. La France d'aujourd'hui n'est plus la France des années 60. Et la France à venir, la France de 2030, sera encore profondément différente. Et la question qui se pose dès le départ, et la question qu'ont posé tous ces gens dont vous venez de rappeler le nom, c'est la France sera-t-elle encore française? Pourra-t-on encore parler de France? Et d'ailleurs, l'une des choses qui doit nous interpeller, c'est qu'aujourd'hui, nos gouvernants ne parlent plus de la France, d'ailleurs. Ils ne parlent plus que de la République. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent plus de la République? Parce que la seule chose qui, aujourd'hui, est de nature à rester commune à l'ensemble des habitants de ce territoire qui s'appelle la France, c'est la République, ce sont les lois de la République, les principes, les valeurs de la République. Et ils sentent bien que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes les sujets d'une république, mais nous n'avons plus en commun une culture, nous n'avons plus en commun une histoire, nous ne formons plus véritablement une nation. Et c'est bien là le cœur du problème qui a été vu par les auteurs, les militants, les responsables nationaux et nationalistes, qui a été donc dénoncé, mais qui malgré tout s'est mise en place, malgré tous les efforts qui ont pu être faits,
Tout simplement parce que nous nous sommes heurtés à beaucoup de conformisme, beaucoup d'idéologie aussi de la part de la gauche. Je parle de l'idéologie de la gauche parce qu'on s'aperçoit 50 ans plus tard que sur cette question de l'immigration, que ce soit des intellectuels comme Renaud Camus, des politiques, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Marion Maréchal, Jordan Bardella et Nicolas Dupont-Aignan et beaucoup d'autres, tous sont quand même encore l'objet d'une réprobation médiatique bien sûr. Et politique pesante. C'est-à-dire que ça n'a pas changé. Non, c'est la reductio ad Hitlerum, c'est vous êtes un fasciste, c'est un thème qui est entonné par la gauche depuis les années 1930. L'objectif, bien, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat. Hein, c'est-à-dire que pour la gauche, sur des questions aussi importantes que celle de l'immigration, il ne saurait y avoir de débat. Il ne peut pas y avoir de débat, donc il s'agit de diaboliser toutes les personnes qui essayent d'avoir une voix différente et d'expliquer qu'on ne va pas forcément vers des lendemains radieux, et on le voit bien aujourd'hui. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est de voir que si, tout le monde en a parfaitement conscience, le président de la République, Emmanuel Macron, ne se rend pas à la manifestation contre l'antisémitisme, c'est essentiellement parce qu'il a peur des réactions d'une partie de la population de notre pays. Et donc à partir du moment où on se retrouve dans cette situation, la question se pose de plus en plus, formons-nous encore une communauté nationale? Formons-nous encore une nation? Est-ce que c'est encore à l'ordre du jour? Et ça, ce sont des questions fondamentales. Ça n'a rien à voir avec le racisme, ça n'a rien à voir avec la xénophobie, ça a à voir, mais par contre ça a tout à voir avec le droit des peuples à rester ce qu'ils sont, le droit des peuples à continuer leur existence et à disposer d'eux-mêmes, exactement. Vous évoquez, c'est ma dernière question, nous évoquions la première affiche du Front National, une des premières qui soit restée dans les esprits. 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop. J'ai regardé, vous êtes un historien de la droite nationale, donc vous savez ça mieux que moi, qu'à la même époque, le Front National s'écrit par voie d'affiche, votez Jean-Marie Le Pen avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, au regard de ce qui devait et qui est arrivé, est-ce que vous pensez qu'il est tard, qu'il n'est jamais trop tard, ou simplement qu'il est bien tard? Non, je ne pense pas qu'il soit trop tard. Je pense que nous sommes dans un pays qui malheureusement a connu bien des drames, bien des soubresauts, bien des situations difficiles dans son histoire. Nous sommes dans un moment effectivement particulièrement compliqué, mais je pense que la France, les Français ont encore des ressources. Il y a encore cette volonté de continuer notre vie nationale, notre vie de nation. Il y a encore beaucoup de fierté chez les Français. Et puis, contrairement à ce que l'on peut dire, bien évidemment, l'éducation nationale a des ratés. Je suis un ancien professeur de collège. Oui, l'éducation nationale a des ratés. Oui, la machine ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, mais malgré tout, elle continue quand même tant bien que mal de fonctionner. Elle continue malgré tout de fabriquer quand même des Français. La situation n'est pas aussi désespérée qu'on voudrait bien le croire. Simplement, effectivement, on a des situations qui sont très variables d'un établissement à l'autre, d'une région à l'autre, mais globalement, il y a encore beaucoup de gens qui croient dans ce pays, qui s'engagent pour le faire vivre, pour faire en sorte qu'il continue d'exister. Et pour nous tous, c'est vraiment une raison d'espérer. Il y a des tas d'initiatives. Votre initiative ici à TV Liberté en est une. Il y a Synthèse Nationale. Il y a des tas de gens qui, dans notre pays, s'engagent, écrivent, prennent la parole. Il y a des tas de gens qui ont envie aussi de se rassembler, de faire quelque chose pour que ce pays existe, parce que fondamentalement, il y a encore énormément de Français qui aiment la France. Il y a énormément aussi d'étrangers qui apprennent à aimer la France. Il y en a, ça existe, et qui eux aussi ont la volonté de faire vivre notre pays. Donc je pense qu'on a des raisons d'espérer, mais malgré tout, il faut que nous continuions à agir. Il faut que nous continuions aussi à prendre la parole pour expliquer encore une fois que lorsque nous dénonçons cette absence de politique d'immigration cohérente, lorsque nous parlons d'immigration, ça n'a strictement rien à voir avec un quelconque racisme, une quelconque xénophobie. Ça a tout à voir avec, encore une fois, l'identité, ce qu'est la France. Chacun d'entre nous doit se poser cette question essentielle. Qu'est-ce que c'est que la France? Et, que pouvons-nous faire pour que la France continue de vivre, continue d'exister?
Merci Didier Le Cerf d'avoir témoigné de ce numéro hors série de Synthèse nationale. Indiquez aussi que vous êtes la mémoire de la droite nationale et que vous faites revivre aussi les personnages de cette droite nationale. Vous aviez fait en 2020 revivre Étienne Destienne-Dorf, voilà, le choix de la résistance royaliste en France. Et vous avez dernièrement consacré un ouvrage à François Delarocque, le colonel Delarocque, qui nous a mené des croix de feu en 1934 jusqu'à la déportation et à l'internement dans les camps nazis. François Delarocque, c'est toujours aux éditions Synthèse nationale. Exactement. Un personnage qu'il faut redécouvrir. Oui, exactement. C'est un personnage auquel il faut rendre justice, un personnage important qui a une vie passionnante et puis surtout un grand Français qui s'est engagé avec abnégation, qui a entraîné derrière lui des centaines et même entre 1,5 et 2 millions de Français pour le redressement national. C'est un modèle aussi pour notre époque. C'est quelqu'un qui doit être redécouvert. Voilà, il doit être bien parce qu'il n'a pas de nom de rue en France. Exactement. Une bonne nouvelle. Merci à vous Didier Le Cerf. Merci à vous.